C'est le plus grand poste de dépense de l'Union européenne, avec plus de 30% du budget total. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique agricole commune avec un témoin venu du terrain. Bonjour Werner. Bonjour David. Bon, merci d'avoir accepté de laisser tes semoirs de côté. Notre ami Bertrand n'a pas pu se libérer, il avait encore trop de journées de semis devant lui. Euh, Ça va, tu as pu semer tout ce que tu avais à faire? Au niveau des semis, tout a pu être fait. Donc maintenant, on attend du temps pour pouvoir biner. Bon, On a encore eu beaucoup de pluie ces derniers jours, donc pour ouais, aujourd'hui, ça va pas aller. ouais. Ouais, il me semble que chez les paysans, on dit que le mauvais temps, c'est celui qui dure trop longtemps. Et il semble que la pluie, cette année, elle nous a pas aidés. Oui, là, on a plus de pluie que de beau temps. Donc pour nous, ça dure un peu là aussi. Ok. Non, j'ai Bon, discuté avec un agriculteur qui me disait que chaque fois qu'il pleut, ça lui donne un coup. ouais, Donc moralement, c'est assez difficile pour surtout ceux qui ont les pieds dans l'eau. ouais, ouais. Bah, notre ami Bertrand, qui est du côté de la Loire, il me disait ce matin qu'il lui restait encore 17 jours de semis. Le temps qu'il allait devoir faire sur son tracteur pour pouvoir tout semer, tout ce qu'il avait à faire, puisqu'il a une entreprise à côté de sa propre exploitation. Mais ça veut dire 17 jours de beau temps. Donc, Oui, j'espère que ça va passer. Il y a une vague de chaud qui arrive là, j'espère que ça va passer. oui. Bon, alors, pas facile de parler de la politique agricole commune, c'est quelque chose de gros. C'est une machine. On va essayer de prendre ça et d'essayer de rendre ça digeste pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, en fait, forcément ce que c'est. Euh, Si on reprend les traités européens par rapport à la politique agricole commune, le principal objectif, le principal objectif annoncé, c'est d'augmenter la productivité agricole. Moi, ça me surprend parce que il n'y a pas un objectif l'objectif est sans fin, parce que c'est un traité qui a pour but d'être, pas éternel, mais quasiment. Est-ce qu'on peut être totalement dans une démarche où tout le temps on cherche à augmenter la productivité? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, je pense qu'en termes de productivité, il y a encore certainement de la marge. Pas forcément en parlant de quantité, de volume, mais peut-être de qualité ou comment dire, d'efficacité dans la production. Ouais. Et je pense notamment par rapport à la formation. Après, il y a toute la technologie, mais la technologie se heurte aussi au problème du bilan carbone si on a des grosses machines qu'il faut produire. Donc la productivité, je pense qu'on peut produire encore mieux, Mhm. certainement plus aussi, mais après, ça commence à coincer au niveau de la réglementation ou des autres impératifs qu'on met dans la balance. Oui, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est vrai que on a certains objectifs européens qui semblent un petit peu contradictoires à première vue, comme par exemple augmenter la productivité et en même temps le, le zéro carbone, mais on y reviendra un peu plus tard. Oui. Dans les objectifs que l'Union européenne se donne aussi par rapport à l'agriculture, c'est l'un des importants aussi, c'est d'assurer un niveau de vie équitable pour nos agriculteurs. Pourtant, il semble que ce sont plutôt les grands propriétaires qui bénéficient le plus des versements et pas ceux qui semblent en avoir le plus besoin. Alors, il faut juste faire une petite précision. C'est pas le propriétaire qui reçoit les subventions, mais l'exploitant. Oui. Donc, j'ai vu que certains programmes, enfin, de certains partis, aimeraient ne plus payer les subventions liées à une surface, mais plutôt à un nombre d'actifs. Oui. Donc ça va un peu dans ce sens qu'il y ait des grandes exploitations qui touchent effectivement plus de subventions puisqu'il y a une grande surface Mhm. et pas forcément plus de main-d'œuvre puisque c'est souvent plus de machines. Donc il y a cet aspect-là à prendre en compte. Maintenant, je ne sais pas si on peut, disons quelque part, ça voudrait dire que le niveau équitable s'obtient par des aides. Mhm. Et ça, c'est un élément qui nous chagrine, on va dire, c'est qu'on n'aimerait pas vivre des aides, on aimerait vivre du fruit de notre travail. C'est ça la grande question. Ouais. Tu, c'est pas forcément prévu, mais là, à brûle pour point, tu aurais quelques pistes qui vous sembleraient, vous, un peu plus cohérentes pour aller dans ce sens?
Alors, sur le niveau de prix de ce qu'on vend, on ne peut pas beaucoup intervenir. Ça, c'est des cours mondiaux. Mhm, Donc, la politique agricole commune avait choisi, dans les années 90, de sortir du système de protectionnisme et avec les prix d'intervention, mais de se baser sur le cours mondial. Donc là, on ne peut pas intervenir grandement, mais par contre, sur tout ce que nous impose comme normes, mhm. comme mise aux normes, comme investissement lié à la qualité de production, là-dessus, je pense qu'on pourrait gagner aussi en niveau de vie si on n'avait pas toutes ces dépenses. Alors, c'est toujours à mettre en parallèle avec le niveau de dépenses des autres pays Mhm. qui peuvent donc fournir la marchandise sur le même marché mondial. Tu dirais donc que sur ce sujet-là, sur le terrain, les agriculteurs ont plus l'impression que de la part de l'Union européenne, de subir des pressions et des réglementations qui leur mangent leur marge, plutôt que de bénéficier d'une manne ou d'une subvention. Alors, souvent, la subvention, elle constitue le revenu de l'agriculteur. Et j'ai entendu ce matin encore M. Attal qui disait que la moyenne de la subvention, c'est 40 000 € par exploitation. Donc, je suis plutôt à 60% de ce chiffre, mais disons que c'est quand même une contrepartie de beaucoup de contraintes Mhm, et justement de mise aux normes. Et là, si on va dans le secteur de l'élevage, par exemple, c'est assez impressionnant tout ce qu'il y a comme mise aux normes qui demande des investissements lourds. Et à peine un investissement est-il remboursé, il faut remettre aux normes. Et là, j'ai vu encore une exploitation laitière qui arrête, puisque les exploitants ne veulent plus s'endetter pour les mises aux normes. Donc, ils préfèrent arrêter le lait. Donc, c'est des situations comme ça où c'est quand même administrativement, enfin, des décisions administratives qui pèsent dans le mhm, revenu des agriculteurs. je comprends. Un autre des objectifs est celui de l'autosuffisance alimentaire et puis de la diversification des cultures. Mais j'ai plutôt l'impression que les objectifs des grands groupes soient plutôt visés à l'exportation. J'entends beaucoup plus parler de cet objectif-là. Et puis aussi que les coopératives poussent plutôt à des cultures uniques, non? Alors, je pense que pour comprendre ça, il faut parler un peu des filières. Les coopératives sont obligées de monter des filières pour pouvoir commercialiser la production agricole. Donc, ça demande des investissements. Donc, on ne peut pas commercialiser tout et n'importe quoi. Donc, par secteur, c'est forcément des productions qui sont privilégiées. Comme par exemple en Alsace, on a une filière maïs qui est très développée. Mais parce que justement, il y a les infrastructures, il y a les séchoirs, il y a les silos, il y a la zone portuaire, il y a aussi des usines sur le Rhin. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très, enfin, comment dire, c'est pas très souple dans le sens où on peut pas du jour au lendemain choisir de faire une autre production. Hmm, Alors, c'est un peu le cliché qu'on aime donner, surtout ceux qui défendent en ce moment l'accès à l'eau, enfin ceux qui défendent ou plutôt qui sont contre les bassines, par exemple, c'est de faire croire que l'agriculture produit pour exporter dans des pas juste pour faire de l'argent, en gros, quoi, hmm, sur le dos des petits producteurs. Mais par exemple, en Alsace, on a cette filière maïs qui est très développée. On a une filière blé dur, on a une filière blé panifiable, on a une filière orge de brasserie, on a aussi la sucrerie qui a une filière assez développée. On a des semences de maïs, on a une filière tournesol, semences, donc on a une filière soja aussi, soja alimentaire. Donc c'est quand même assez varié mhm, sur notre territoire et je pense que dans d'autres territoires, il y a d'autres productions, mais c'est souvent organisé en filière. mhm. Et tu penses, et donc c'est pour une consommation européenne ou c'est vraiment pour l'export? Alors c'est beaucoup pour la consommation aussi nationale, hein, Mhm, parce que la France a été quand même un pays
qui avait produit beaucoup, enfin, qui produisait une majorité de ce qu'elle utilisait. Oui. Et cette balance s'est inversée avec les différentes réformes. Et c'est vrai qu'il y a toujours de l'export parce qu'on a des productions qui dépassent nos besoins, mais on a aussi beaucoup d'imports, et des choses qui sont produites moins chères que chez nous et qui ne respectent pas forcément les mêmes cahiers de charges. Hmm. Mais on produit aussi pour les consommateurs français, hein, bien sûr. J'y pense en t'écoutant. Tu parles de la balance commerciale qui s'est inversée par rapport par rapport à l'agroalimentaire. Est-ce que ça voudrait dire que dans le cas de la France, l'objectif annoncé qui était d'augmenter la productivité agricole n'a pas eu les effets escomptés puisque on n'arriverait plus dans certaines filières à être autosuffisant? Alors, on avait l'exemple, je crois, l'année passée, d'une sucrerie dans le nord de la France qui a dû fermer. Mhm, Et en fait, c'était suite à des décisions politiques par rapport à l'utilisation de certains produits qui ont fortement impacté la production et donc qui ont conduit à fermer une sucrerie. Alors, c'est dans ce sens-là des décisions qui emmènent des fermetures de filières parce qu'elles n'arrivent plus à respecter ou qu'elles n'arrivent plus à produire dans les conditions demandées. mhm, L'inconvénient, c'est que ce sucre, on va l'importer et avec des conditions de production qui ne respectent pas du tout ce qui est exigé ici. mhm, Donc, c'est par ce mécanisme-là, entre autres, hein, qu'on arrive à des équilibres entre la production et la demande mhm. au niveau local. Alors, on a touché un petit peu ce sujet du doigt depuis le début de la discussion, mais en parallèle de la PAC, il y a aussi ce nouveau Green Deal européen qui va avoir un impact important sur l'agriculture, puisque on a des objectifs qui paraissent surprenants, la neutralité carbone d'ici 2050. Sur le terrain, comment vous l'imaginez entre paysans, entre agriculteurs? Quelque part, la neutralité carbone, c'est quelque chose qui ne veut rien dire pour nous, si on veut être un peu brut dans l'analyse. C'est tout simplement, je pense, un objectif qu'on n'arrive pas, à nous, sur le terrain, on n'arrive pas à l'imaginer. Ouais. Parfois, quand on entend dans des médias des discours, peut-être que le consommateur moyen, il peut se dire, ah bah oui, ça c'est bien. Mm. Mais à partir du terrain, on n'arrive pas à s'imaginer. Alors, par exemple, la neutralité carbone, j'ai participé à une étude qui consistait à essayer de trouver un calcul cohérent pour identifier le bilan carbone d'une exploitation agricole. Et l'objectif de cette étude était de trouver un calcul cohérent pour rémunérer l'agriculteur pour des solutions qu'il met en œuvre pour réduire, enfin, pour améliorer son bilan carbone. Mm. Alors c'était à la fin une restitution qui ressemblait un peu à une usine à gaz. Et finalement, il n'y a pas vraiment eu de suite par rapport à ça. Parce que, en fait, si je prenais les conclusions, je devais mettre en œuvre des choses qui me coûtaient de l'argent et qui pénalisaient ma production pour être payé pour du carbone que je stocke. Et en fait, à la fin du compte, j'étais perdant. Mm. Donc, quand on parle de bilan carbone, enfin de neutralité carbone, je ne sais pas comment on va y arriver. Ça voudrait dire que tous nos tracteurs soient électriques. Ça voudrait dire qu'on ne met plus d'engrais, on ne met plus de produits phytosanitaires. Ça voudrait dire que on ne fasse plus d'élevage puisque les vaches émettent du méthane. Et donc, on n'a plus d'engrais, mais on n'a plus d'élevage. Pour mettre du fumier à la place des engrais, enfin, c'est un peu quelque chose de pas toujours très cohérent. Ouais. Enfin, si on essaye de se projeter. Et, donc, ce système-là, alors je ne veux pas dire du mal de nos amis suisses, mais ça commence à ressembler un petit peu là-bas, de l'autre côté des Alpes, j'ai l'impression, où et il faut pas trop leur dire trop fort, mais certains commencent à dire que finalement les paysans suisses sont devenus des jardiniers payés par l'État pour entretenir les coteaux. Est-ce qu'on risque pas d'aller dans ce genre d'absurdité?
Bah, je pense il y a déjà des éléments de ce genre. Par exemple, quand on nous paye pour mettre des terres en jachère, ce genre de choses, c'est déjà, ça va dans ce sens. Et bon, c'est vrai qu'en Suisse, c'est encore un peu plus avancé, mais il n'y a pas moins d'incohérence que chez nous, dans le sens où j'ai quelqu'un de ma famille qui produit de la viande en bio. Et pour produire de la viande en bio, ils ne peuvent pas nourrir leurs animaux avec du foin qui n'est pas bio. Mais l'année dernière, il y avait une telle sécheresse qu'il n'était pas possible d'acheter du foin bio en Suisse. Et donc ça, c'est un des éléments du cahier de charge. Donc il ne savait pas comment il allait s'en sortir avec sa filière viande. Donc on arrive parfois à des situations un peu extrêmes, quoi, qui sont liées juste à une réglementation, qui ne sont pas en relation avec les réalités du climat ou de l'année ou de la météo. Hmm. Quand tu parles, je trouve que ça vient se confronter à cette expression française qui parle du bon sens paysan. Et visiblement, on en a perdu dans l'administration. Voilà, bref. Oui. Euh, En parallèle de ça, on a quand même des nouvelles pratiques qui arrivent. La promotion de nouvelles pratiques comme l'agroforesterie, la couverture végétale permanente, le labour minimal. Toi, tu as déjà évolué dans ta carrière. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, tu travailles avec le label HVE. Est-ce que tu pourras nous expliquer ce que c'est ce label? Et puis, comment tu vois ces nouvelles pratiques qui arrivent, euh, qui pour l'instant ont été, comment dire, adoptées, mais que l'on souhaiterait aussi parfois pouvoir imposer? Alors j'ai fait des essais dans ma vie, des simplifications du travail, du sol, etc. Réduction des intrants, des engrais, des pesticides. Et donc là, j'ai un label HVE, c'est haute valeur environnementale. Donc en fait, c'est un label qui a quatre critères de base dans lesquels on doit avoir un minimum de 10 points. Donc, chaque élément qui va en faveur d'une réduction, par exemple, des produits phytosanitaires, ça rajoute des points. Si on a plusieurs cultures, ça rajoute des points. Si on enfin, tout ce qui va dans le sens pour améliorer enfin, pour réduire un peu l'impact environnemental, ça rajoute des points. Et donc, à la fin, on a le label si on correspond, si on a le nombre de points suffisant. Donc, par exemple, la réduction des En fait, le label HVE, ça ne m'a pas coûté de changement de pratique, puisque ça fait déjà plus de 20 ans que je suis à 50% de réduction d'herbicides. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut mettre en place. Hmm, Et je m'étais dit, pourquoi pas avoir le label, puisque je corresponds déjà aux critères. Mais pour finir, ce label est assez critiqué par les agriculteurs bio, par exemple, puisque ça vient concurrencer un peu leur filière, tout en utilisant des produits de synthèse ou des engrais minéraux. hmm, Donc, conclure sur ce label, finalement, ça ne me sert pas à grand-chose et ça ne me coûte pas grand-chose non plus. Mais disons que ça permet d'essayer aussi des nouvelles pratiques. Et, euh, et là, la conclusion, après plusieurs années d'essais, c'est quand même qu'on ne peut pas établir des dogmes où il faut dire, voilà, c'est comme ça qu'on produit pour ne pas polluer. Faut vraiment se caler sur un terroir, sur des conditions du climat local, sur aussi la structure du sol, la texture du sol. Si on est dans une vallée, si on est en montagne, enfin, on peut pas faire tout n'importe où. Et bien sûr, il y a des principes de base qu'on peut appliquer partout. Par exemple, planter un arbre, on peut faire ça un peu n'importe où. Mais disons que les techniques de simplification du travail du sol, je l'ai essayé pendant de nombreuses années et finalement, sur mon terrain à moi, je me retrouve avec que des cailloux en surface. Donc, ça pose des problèmes de semis, de levée et d'usure du matériel aussi. mhm. Donc, c'est vraiment quelque chose à voir en fonction de là où on est, sur notre terrain, sur notre ferme. Mais en même temps,
J'entends, hein, tout à fait, ce que tu dis de pouvoir avoir une politique qui ne serait pas dogmatique, mais qui serait adaptée à tous les terrains, qui s'adapterait aux circonstances de chacun. Mais dans le même temps, on peut imaginer que pour une administration, avoir autant de souplesse, c'est une machine à gaz, c'est impossible. Là, il faudrait laisser de nouveau un peu le bon sens paysan, dans le sens où on décentraliserait un peu les prises de décision. Il y a des chambres d'agriculture dans toutes les régions qui pourraient avoir aussi un peu plus comment dire, de marge de manœuvre pour aiguiller les agriculteurs dans telle et telle façon de travailler. Alors c'est toujours le cas, mais les grandes lignes viennent quand même toujours de plus haut, Hmm. voire de l'Europe, et c'est souvent un peu déconnecté du terrain. Hmm. Moi, je valide tout à fait ce que tu sembles proposer là, mais force est de constater que ça va totalement à l'encontre du chemin vers lequel nous allons, de plus d'intégration avec cette Union européenne. Oui, c'est malheureusement un peu la question qu'on se pose, et ça a été un peu mis en lumière, ou peut-être beaucoup mis en lumière pendant les manifestations des agriculteurs. C'est que le grand public a pu découvrir finalement comment fonctionne l'Europe véritablement, Mhm, alors que on n'a pas toujours conscience de qui décide quoi et comment ça se décide et mhm, quels sont les impacts sur nous en tant que Français ou en tant qu'agriculteurs. mhm. Alors, pour ceux que ça intéresse, une émission que l'on enregistrera un peu plus tard et qui sortira demain à 18 h pour ceux qui verront notre entretien d'aujourd'hui avec Werner, sur la gouvernance en Europe. Ça sera une discussion intéressante avec Franck Meyer. Pour revenir non pas à nos moutons, mais à notre administration, la réduction des intrants chimiques, toi, tu l'as faite par choix. Mais que penses-tu des projets qui visent à interdire d'utiliser des produits chimiques dans l'agriculture? Alors l'interdiction, pour moi, elle doit être compensée soit financièrement, mais alors on retrouve le système tout à fait, ce qu'on n'aime pas du tout, c'est d'être assisté, parce que ce n'est pas viable de ne plus utiliser d'intrants. Et c'est sûr qu'il y a la filière biologique, la filière bio qui nous montre qu'on peut faire sans, mais c'est quand même un marché de niche et on veut augmenter ce marché encore, enfin la production, jusqu'à 25% de la production agricole, mais on n'a déjà pas de débouché pour ce qui est produit actuellement. Donc il y a là encore une fois une incohérence de vouloir produire quelque chose qu'on ne saura pas vendre de façon à être rémunéré aussi. Hmm, Euh, Plutôt essayer quand même enfin, continuer d'essayer des choses alternatives. Et on peut faire de la mécanisation, mais là, encore une fois, on se heurte au bilan carbone. Euh, j'ai fait beaucoup de désherbage mécanique, mais ça consiste à travailler superficiellement la terre pendant les grandes chaleurs, puisque c'est là que les mauvaises herbes peuvent dessécher et que le travail est efficace. Mais c'est comme, quelqu'un avait utilisé cette image, c'est comme si on se gratte la peau, qu'on la met au plein soleil. Donc ça, on le fait, moi je le fais 2 fois dans la culture de maïs. Mais si on passe en culture bio, on le fait peut-être 10 fois entre les passages de hersétrile, des houes rotatives, des bineuses, enfin toutes ces choses-là qui doivent être répétées parce que bah, chaque semaine il y a des nouvelles adventices qui reviennent. Donc là, en termes de bilan carbone, puisque chaque fois qu'on gratte la terre, on dégage de nouveau hmm, du carbone, on fait de la minéralisation et on utilise bien sûr aussi le tracteur parce que ça fait des heures de tracteur. ouais, Donc c'est encore une fois une contradiction. hmm. Si je t'entends bien, sur certaines pratiques, on pourrait se retrouver avec une agriculture bio qui soit plus émettrice de carbone qu'une agriculture conventionnelle ou autre. Oui, si par exemple pour désherber un champ, on passe une fois avec un tracteur qui désherbe 15 hectares dans l'heure,
euh, on a une certaine consommation, une émission de carbone, mais si on doit faire 10 passages dans un champ pour désherber mécaniquement, Mhm, et où on peut désherber peut-être 2 hectares à l'heure ou 4 hectares à l'heure, donc c'est vraiment un bilan qui n'a rien à voir avec un passage de pulvée. Alors mhm. là, on ne prend pas en compte l'aspect chimique, Oui, bien sûr. et bien sûr, mais disons que en termes d'émissions de CO2, on n'est pas bon. Ça marche. Est-ce que tu crois qu'on va pouvoir longtemps, comme ça, faire le choix de mettre beaucoup de contraintes sur le mode de production de l'alimentation en France, en Europe, et dans le même temps, car c'est prévu par les mêmes traités, promouvoir la libre circulation des produits agricoles, qui sont, eux, produits dans des conditions totalement différentes ailleurs dans le monde? Euh, je ne sais pas comment ça peut continuer. J'ai l'impression qu'il va falloir à un moment donné euh, faire des choix de production au niveau personnel. À mon niveau, j'essaye de gagner un peu en autonomie par rapport au fait de produire des céréales. Si je produis uniquement des céréales, je ne suis pas très autonome en termes de consommation, mais d'avoir des arbres fruitiers, de développer de nouveau des productions, pommes de terre, des légumes. Alors c'est bien sûr beaucoup plus de travail et c'est là qu'on a de nouveau un dilemme, c'est est-ce qu'on a la main-d'œuvre pour faire tous ces travaux qu'on pourrait faire dans des grandes cultures avec des grosses machines. Et c'est un élément qui est difficile dans les exploitations qui emploient de la main-d'œuvre saisonnière. Hmm, Trouver des personnes qui viennent travailler, souvent c'est des personnes de l'étranger. Et donc ça c'est un autre problème, quoi. D'avoir de la main-d'œuvre pour produire des choses qu'on peut consommer localement, mais qui demandent du travail. ouais. Et justement, tout à l'heure, tu vois, j'ai un petit peu dénigré la paysannerie suisse, enfin, pas les paysans, mais la politique agricole suisse. Mais justement, eux, ils ont pas ce souci d'avoir des règles très strictes à l'intérieur, mais tout ouvert avec l'extérieur, parce que justement, ils font le choix. Quand c'est la saison des pommes de terre qui sont produites localement, ils en importent plus. Quand c'est la saison des pêches, ils n'en importent plus, etc. Euh, ils- Oui, euh, donc, en fait, oui, ils ont fait le choix d'avoir des jardiniers, mais dans le même sens, dans le même temps, ils ont fait le choix de protéger les productions locales. Et nous, dans l'Union européenne, on a fait le choix de se donner le maximum de contraintes et de laisser nos concurrents, entre guillemets, dans les autres pays, libres de toute contrainte et qui peuvent vendre ben, du poulet d'Ukraine, du bœuf qui a fait 3 fois le tour du monde avant de se retrouver dans notre assiette et qui va quand même se retrouver moins cher que celui produit avec toutes les normes qu'on a en Union européenne. C'est quand même particulier. oui. Mais c'est un système qu'on pourrait imaginer de pouvoir importer ce dont on a besoin Oui, et ce qu'on a nous-mêmes, on le privilégie. Alors bien sûr, je vois le problème au niveau des légumes et des petits fruits ou des fraises, par exemple. mm, Ben, ça demande une main-d'œuvre qui coûte assez cher au niveau français. oui, Et par ailleurs, on a des fraises ou des fruits qui viennent d'autres pays où c'est beaucoup moins cher. oui, Donc le consommateur qui a aussi le problème de l'inflation à gérer, ben, il va souvent quand même acheter ce qui est moins cher. oui. Alors je ne sais Tout à pas l'heure. si on peut fermer carrément la frontière pour dire, voilà, pendant la saison des fraises, on n'a que des fraises d'Alsace. Et pourquoi pas? Nos amis Ouais. suisses le font bien. Tout à l'heure, tu parlais des débouchés que nous n'avons plus en bio. Euh, Il y a aussi le fait que, ben, comme les grandes surfaces se sont mis à faire plein de rayons bio, mais pas du bio français, du bio qui vient de n'importe où. Et comme il vient de n'importe où, à un moment, je ne sais pas si ce chiffre est toujours d'actualité, mais 60% du bio vendu en grande surface venait de Chine. Euh, je ne suis pas sûr que leur bio ait les mêmes qualités que celui qu'on impose à nos agriculteurs et nos paysans français. Mais effectivement, euh, si on permet à des produits qui viennent de si loin d'avoir les mêmes labels que ceux qui sont produits avec
beaucoup de difficultés chez nous, ça peut pas fonctionner. Non. Mais on a eu quand même un engouement pour le bio pendant les restrictions liées au Covid. Oui. Beaucoup de gens se sont tournés vers les magasins bio et il y a des magasins bio qui ont ouvert justement par rapport à cet engouement. Et finalement, après toute cette période de Covid, l'engouement a un peu diminué. Et puis, moi, j'ai une amie qui a un magasin à la ferme et qui me disait que actuellement, les gens ne regardent plus le label ou les étiquettes et regardent uniquement le prix. Hmm. Donc, ceux qui achetaient bio, ils commencent à acheter des produits locaux. Ceux qui achetaient des produits locaux, ben, ils vont commencer à acheter des produits d'ailleurs, etc. C'est un peu disons que l'échelle de valeur, elle diminue pour tout le monde. Ouais. Merci beaucoup, Werner, pour ce temps que tu as pris pour discuter avec moi de ces sujets. Je crois vraiment que on doit faire le constat, l'agriculture en Europe est vraiment en crise. Il y a des choses qui ne peuvent pas fonctionner, qui ne sont pas cohérentes. Mais j'ai lu hein, les programmes des listes pour les européennes et j'ai pas trouvé grand-chose qui soit à même de nous apporter un peu d'espoir sur comment on va pouvoir retrouver une résilience alimentaire sur nos territoires, comment on va pouvoir euh, nourrir nos enfants demain et puis avec des produits de qualité, oui, mais des produits de chez nous, c'est quand même mieux. Oui, Alors, merci pour tout ce temps. Merci à vous si vous nous avez suivis. Si vous êtes intéressé de découvrir les 38 listes, en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour les retrouver toutes. On les a classées pour pouvoir vous permettre d'y retrouver un peu plus entre ceux qui veulent passer à du fédéralisme, celles qui veulent rester dans un fonctionnement comme nous le sommes, celles qui veulent aller un peu plus loin dans l'intégration, celles qui voudraient changer l'Europe, ceux qui voudraient quitter l'Europe, ceux qui ont un projet révolutionnaire qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui, et d'autres listes qui se présentent pour juste défendre certaines valeurs ou certains sujets qu'ils veulent mettre en avant. Et bien sûr, avec la couleur, est-ce que c'est un parti de droite, de gauche, un parti centriste? Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, vous cliquez en dessous dans la description, vous retrouvez ce document. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en poser. On va continuer avec nos invités cette semaine à survoler tous les programmes et tous les sujets que l'on arrive à aborder. Et puis, jeudi soir, on va faire un enregistrement spécial diffusé vendredi pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, les pertinentes, les impertinentes et les autres. Et on essaiera d'apporter des réponses à vos questions vendredi prochain. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine. Comme je vous l'ai dit, demain, on se retrouve avec Franck pour parler de la gouvernance dans l'Union européenne, comment on va pouvoir faire pour s'en sortir avec cette machine. Sur ce, messieurs, dames, bonne soirée et à bientôt. au revoir.